Vous êtes sur Africable, merci de nous suivre. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Afrique Midi. Nous partons tout de suite avec les titres. Uhuru Kenyatta devant la Cour pénale internationale. Il est le premier chef d'État à comparaître durant son mandat devant la CPI. Kenyatta est inculpé de crimes contre l'humanité. En Sierra Leone, l'épidémie Ebola continue de faire de ravages. Pendant ce temps, des équipes chargées d'enterrer les victimes du virus sont en grève. Ils reprochent au gouvernement de ne pas les payer. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Tout d'abord, avant de développer ces titres, cette information du Mali, un camp militaire de l'ONU à Kidal, dans le nord du pays, a été visé hier par des tirs de roquettes. Au moins un casque bleu sénégalais a été tué, selon le porte-parole de la MINUSMA. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Uhuru Kenyatta, premier chef d'État à comparaître devant la Cour pénale internationale en cours de mandat. Vous le voyez, le président kenyan arrivé devant la juridiction de La Haye. Kenyatta est accusé de crimes contre l'humanité dans les violences post-électorales de fin 2007. Au lendemain de la fin du dialogue politique lancé par le président Blaise Compaoré, les Burkinabés continuent de commenter abondamment ce énième rendez-vous manqué. La majorité présidentielle a tenu une conférence de presse hier au cours de laquelle les responsabilités de l'échec ont été situées. La majorité estime que ce dialogue était une belle opportunité offerte par le président du Faso à la classe politique pour trouver des solutions consensuelles aux questions qui fâchent, notamment celles relatives à la révision de l'article 37 de la Constitution et à l'installation du Sénat. Pour l'ensemble des partis membres de la majorité, c'est l'opposition politique regroupée au sein du chef de file de l'opposition qui a provoqué l'échec du dialogue. Au lieu d'une poursuite des discussions pour chercher à s'accorder sur ce point, l'opposition politique, à la reprise du lundi 6 octobre 2014, a mis fin brutalement et unilatéralement au dialogue politique initié par son Excellence Monsieur le Président du Faso, en arguant que la formulation de ce point n'étant pas conforme à ses attentes, elle ne peut poursuivre les discussions et met par conséquent fin à sa participation au dialogue. Le préalable, c'est que l'opposition politique a voulu un accord sur les éventuels points de désaccord parmi les questions inscrites à l'ordre du jour du dialogue politique inclusif. À cette rencontre, les hommes des médias se sont particulièrement intéressés à l'ADF-RDA qu'ils ont appelé à clarifier sa position. La majorité dit rester attachée aux institutions et aux valeurs républicaines comme principaux gages de stabilité démocratique et de paix sociale. Elle dit en outre réitérer sa disponibilité au dialogue et à la recherche de solutions qui préservent la paix et la cohésion sociale. Parlons de l'épidémie Ebola. Les premières victimes, rappelons-le, ce sont les Africains. 3500 morts en Afrique de l'Ouest, 7500 cas détectés dans 5 pays, notamment la Sierra Leone, où les équipes chargées d'enterrer les corps infectés se sont mises en grève. Ils sont souvent très mal équipés. Ces hommes sillonnent les villages de Sierra Leone pour enterrer les victimes du virus Ebola, parfois au péril de leur vie. Pour accomplir cette tâche, ils sont payés en moyenne $100 par semaine. Mais dans cette banlieue de la capitale, ces équipes n'ont pas été rémunérées depuis plusieurs jours. Pour protester, ils ont cessé le travail. Le gouvernement a promis de nous payer chaque semaine, mais il a arrêté de le faire. C'est notre deuxième de semaine sans salaire. Voilà pourquoi la plupart de nos hommes ne travaillent pas. Je n'aurai aucune indemnisation une fois que la crise sera terminée. Alors il faut que je sois payé. Nous sommes tellement stigmatisés déjà. J'ai besoin de cet argent. Une stigmatisation à cause des risques de contagion accrus par le contact répété avec les victimes. En moyenne, dans le pays, ces hommes enterrent parfois jusqu'à 35 corps par jour. Pour le chef du programme d'alerte en Sierra Leone, les équipes qui enterrent les cadavres doivent être traitées avec les mêmes précautions que le personnel soignant.
Depuis le mois de mai, nous avons comptabilisé plus de 60 morts parmi nos équipes en Sierra Leone. C'est un chiffre effrayant et très décourageant. Il faut faire beaucoup plus si on veut freiner ce bilan tragique. La Sierra Leone est l'un des 3 pays d'Afrique de l'Ouest les plus touchés par la pandémie d'Ebola, avec le Libéria et la Guinée. La fièvre hémorragique a fait déjà plus de 600 morts dans le pays. Le Maroc prend ses précautions face à la menace de l'épidémie Ebola. Le ministère marocain de la Santé vient de mettre une circulaire relative à la détection et à la notification de cas suspects potentiels. Cette mobilisation est visible sur le terrain, notamment au niveau des points d'entrée du royaume. Ce bateau arrive tout droit d'Espagne et comme n'importe quel bateau accostant au port de Tangemed, il est soumis à un contrôle strict avant que ne soient débarqués équipage et passagers. Le capitaine fournit au service sanitaire du port un document précisant l'état de santé des voyageurs, une mesure qui existait bien avant la menace du virus Ebola. Les documents relatifs à l'état de santé des passagers sont envoyés au service sanitaire avant l'arrivée du bateau. Nous en prenons connaissance avant de donner notre feu vert pour que les passagers et les marchandises puissent être débarqués. Un premier contrôle, loin d'être suffisant pour les services sanitaires du port de Tangemed. À l'intérieur de la gare maritime, tous les voyageurs passent systématiquement devant une caméra thermique. L'objectif, détecter tout voyageur potentiellement touché par la fièvre hémorragique. Si la température est supérieure à 38 degrés, que le voyageur vient d'une zone contaminée, il est soumis à un contrôle médical. Nous observons alors les symptômes de la maladie. Une stratégie qui requiert l'implication de tous les intervenants. Bien qu'au Maroc, aucun cas n'ait été détecté, le risque zéro n'existe pas. L'Espagne et par conséquent l'Europe vient d'enregistrer aujourd'hui son premier cas de contamination par le virus Ebola. Quelle a été la faille dans le système de santé espagnol à l'origine du premier cas de contamination en Europe par le virus Ebola? C'est la question posée aux plus hautes autorités du pays. Le Premier ministre Mariano Rajoy s'exprimait ce matin devant le Parlement dont l'ordre du jour est forcément bousculé. Sa ministre de la Santé, Ana Mato, est particulièrement sur la sellette. Je vous propose d'écouter le Premier ministre. D'abord, il faut donner toutes les informations que nous pouvons au public pour qu'il y ait une transparence totale. Le premier objectif est d'assister tous les patients qui ont contracté la maladie, pour le moment. Le deuxième objectif est de surveiller toutes les personnes qui ont été en contact avec eux. Le troisième objectif est d'enquêter sur ce qui s'est passé et de savoir pourquoi il y a eu contagion. Et quatrièmement, il faut expliquer à l'opinion publique dans quelle situation cela peut se produire. En Turquie, au moins 14 manifestants sont morts mardi. Depuis plusieurs jours, des manifestations de Kurdes éclatent à travers le pays. Des Kurdes qui dénoncent la passivité d'Ankara face à l'avancée djihadiste. À Adana, dans le sud du pays, la police disperse les manifestants avec des tirs à balles réelles alors qu'ils tentaient de s'approcher d'un commissariat. Ici, à Diyarbakir, la plus grande ville kurde du sud-est de la Turquie, plusieurs morts ont été recensés lors d'une série d'affrontements entre militants kurdes et membres des mouvements islamistes. Dans certains quartiers d'Istanbul, des échauffourées ont aussi éclaté entre les pro-kurdes et les forces anti-émeutes. La situation avait déjà dégénéré plus tôt au cours de la journée, notamment dans les quartiers de Gazi et de Kadikoy. Des milliers de manifestants sont descendus dans les rues, mobilisés à l'appel du principal parti politique kurde du pays. Ils dénoncent le refus d'Ankara d'intervenir militairement pour secourir Kobané, menacé par l'organisation de l'État islamique. Manifestation toujours cette fois-ci au Mexique, une grande manifestation nationale prévue aujourd'hui, une manif pour exiger des résultats dans l'enquête des 6 personnes tuées et des 43 étudiants enlevés par des policiers dans la ville d'Iguala. Cela fait 10 jours qu'ils vivent et attendent dans cette université rurale où les 43 étudiants disparus préparaient leur futur métier d'instituteur. Les familles des victimes se raccrochent à un espoir, que les 28 corps retrouvés le week-end dernier dans des fosses communes ne soient pas ceux de leurs fils ou de leurs frères.
Je n'en peux plus. Je veux que mon fils revienne. Je le veux vivant, comme je l'ai quitté. Je ne veux pas de justice. Je veux rien d'autre que mon cher fils. Il m'aidait tellement à la maison. Cette école gratuite où étudient les jeunes les plus modestes de la région a une forte tradition de contestation sociale. Les intimidations de la part des autorités locales ne sont pas rares. Mais comment imaginer que les choses pouvaient déraper aussi gravement? Ces deux étudiants ont tout vu. Ils sont restés cachés entre deux autobus et ont entendu les appels à l'aide de leurs camarades. Ils les ont presque tous fait descendre de l'autobus et ils les ont emmenés dans leur pick-up. Eux, ils protestaient. Ils demandaient qu'on les relâche. Ils disaient qu'ils n'étaient que des étudiants. Et les policiers leur ordonnaient de se taire, qu'ils n'avaient pas le droit de parler. Et ils les frappaient. 10 jours après les faits, l'armée et la gendarmerie ont été déployés à Iguala pour remplacer la police locale infiltrée par le crime organisé. Mais la situation reste tendue et la population craint des représailles des criminels. Retour sur le continent avec l'année scolaire 2014-2015 qui a effectivement démarré ce 7 octobre au Mali sur l'ensemble du territoire national. Quelle était l'ambiance au sein des établissements? Nos reporters Aminata Mariko et Daouda Doumbia ont fait le tour de certaines écoles. Voici leur reportage. Les belles vacances sont désormais terminées. Élèves et enseignants ont répondu à l'appel du savoir ce mardi dans leur établissement respectif ce matin dans une ambiance de grand jour. Faisant ainsi revivre ces lieux restés déserts depuis le mois de juin dernier. Vous voyez, ça se passe très bien. Ils ont répondu à l'appel du 7 octobre qui était demandé par le ministère de l'Éducation et l'administration scolaire. Que certains réclament leurs parents, donc il va falloir qu'on les retienne. Les élèves partagés entre l'inquiétude et la joie de reprendre les cours souhaitent de tout cœur que l'année scolaire ne connaisse pas de grève. L'entrée se passe bien, très bien, je suis contente. Oui, bien travailler à l'école, c'est mon objectif préféré. Du côté des tout-petits, rentrer des classes est souvent synonyme d'angoisse. Pour les parents, on a beau connaître la date et savoir que la rentrée des classes a lieu tous les ans, on n'est pas pour autant toujours prêt à y faire face. Dès qu'on n'a même pas fini la fête des moutons, et ça arrête le troisième jour de la rentrée. Mais on se laisse à Dieu, Allah de Babel. Premier sujet choisi, la fièvre hémorragique à virus Ebola, actualité oblige. Ils ont déjà pris place et on est en train de dispenser une leçon modèle sur la fièvre hémorragique Ebola. Si certains sont déjà installés, d'autres par contre attendent ou cherchent leur nom pour intégrer les classes. Ici au groupe scolaire Mamadou Konaté, comme dans celui de Djoukouni Para et d'autres établissements visités, les directeurs et responsables des CAP sont descendus sur le terrain pour constater l'effectivité du début des cours dans les différentes classes. Toutefois, certains responsables d'établissements ont regretté la non-présence de certains enseignants à leur poste. De faire le maximum, quand même, le moyen de bord présentement nous permet vraiment de faire un début d'année scolaire normale. Pas très bien, je pense que la rentrée effective ici, tous les enseignants sont là à peu près à 90%. Ici, au groupe scolaire de l'école du fleuve de Djoukouni Para, c'est dans une cour inondée et insalubre que les élèves ont repris les classes. Nous avons fait beaucoup de choses par rapport à ça. D'abord, nous avons tenu des réunions au niveau communal. Le maire est informé, même au niveau ministériel. L'année dernière, le directeur national de l'enseignement fondamental était présent ici. Il a vu, il est rentré dans l'eau. Lui-même, il peut témoigner. Donc, jusqu'à présent, je dis que ici, cette situation est là depuis 25 ans. Bonne rentrée scolaire 2014-2015 à tous les élèves, les enseignants, les parents d'élèves. Voilà, et fête de Tabaski, on en parle encore. Après chaque célébration, certains quartiers de Dakar croulent sous le poids des ordures. Une situation qui déplore beaucoup de riverains. Cependant, les agents de la mairie rassurent que la ville sera propre dans les prochaines heures. Gueule-Tapée, non loin du rond-point Sam, le décor n'est pas un joli tableau. Ici, des tas d'ordures, là, des pneus éparpillés le long du trottoir et plus loin, des carcasses de moutons mélangées aux sachets en plastique. Le tableau est invariable au lendemain de chaque Tabaski, une situation décriée par les riverains. On vit dans le calvaire.
Nous sommes fatigués et nous ne savons pas à quel sein nous vouer. Il y a beaucoup de mouches, il y a de la saleté partout comme vous le voyez. Hein. Partout il y a de la saleté. Dans les maisons on ne peut pas respirer à cause de la saleté qui sent mauvaise. Il y en a partout des mouches. On peut même manger des mouches. Depuis la Tabaski, on vit cette situation. Ici, c'était un point de vente. Les vendeurs ont laissé cet endroit sale. Nous sommes allés voir la mairie pour qu'ils nous aident à se débarrasser des ordures, mais rien. Au marché des HLM, autre quartier de Dakar, le constat est le même, mais ici, les commerçants prennent l'initiative de nettoyer les lieux en attendant les techniciens de surface. En une journée de Tabaski, la quantité d'ordures produites a été si importante que visiblement, elle a dépassé les capacités de ramassage des structures de nettoiement. Quand on sait que la composition de ces ordures et les températures actuelles, on peut craindre des odeurs désagréables tout autour. Voilà qui referme Afrique Midi. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur africatelevision.com. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.